que je présente ou que j'honore avec ma présence à la présentation de son ouvrage. Et ce professeur n'est autre qu'un ancien doyen comme moi, Grégoire Bakandéja. L'honneur revient à la faculté de droit de ce jour avec vous, cher doyen, pour cette cérémonie ô combien importante et significative dans la vie de la faculté. Il est toujours un plaisir pour un doyen de dire un mot sur un membre du corps académique de sa faculté lorsque celui-ci produit un ouvrage. Voilà le mot introductif. La présentation de l'auteur. Je voudrais vous décevoir parce que je ne vais pas présenter Grégoire Bakandéja. Mais semble-t-il, lorsqu'on demande à quelqu'un de présenter, présenter veut dire faire connaître. Or, l'auteur est connu. Très peu d'entre vous peuvent se dire qu'ils ne le connaissent pas, mais il est connu. Qu'est-ce que je veux dire de lui? Présenter quelqu'un, c'est le faire découvrir au public. Or, il s'est déjà fait découvrir au public. Qu'est-ce que je dirais encore de lui que vous ne saviez pas? Présenter un auteur, c'est le vendre. Bakandéja est vendu, s'est fait vendre, et donc je n'ai plus rien à dire sur sa présentation. Si ce n'est que de vous dire trois petites choses que vous ignorez ou que vous connaissez, mais dont on ne fait pas souvent attention. La première, Bakandéja, c'est un être humain. Voilà le premier élément de sa présentation. C'est un être humain de sexe masculin. Donc, Bakandéja, c'est un être humain de sexe masculin qui a une famille. Et dans sa famille, il y a sa chère épouse qui est venue expressément de l'Europe pour cette circonstance. L'être humain que vous connaissez est là. Deuxième élément de présentation de Bakandéja, c'est une coïncidence entre lui et moi. Il y a une certaine ressemblance entre les deux. La première ressemblance, souvent je suis en train de venir derrière lui. La première ressemblance, c'est que je lui ai demandé expressément d'enlever son chapeau parce qu'il n'a plus de cheveux. Moi non plus, j'en perds. Voilà un élément de présentation. Toujours en rapport avec lui, Bakandéja est souvent de teint clair. Il commence à le perdre autant que moi. Pour ceux qui me connaissent à une certaine époque, j'étais très de teint clair, mais je commence à perdre. C'est peut-être par rapport à l'âge. Bakandéja perd son teint clair, et je le suis, parce que c'était un ancien doyen. Moi aussi, je suis un ancien doyen. Lui et moi appartenons à un groupe restreint d'anciens doyens. À la faculté, je disais que nous devenons des sénateurs à vie à la faculté de droit. Mais pas pour siéger au Sénat. Donc, lui et moi, nous faisons partie de ce groupe de sénateurs à vie. Bakandéja, ça c'est l'être humain. Il aime trop, il est très fier qu'on l'appelle Greg. Greg, c'est le diminutif de Grégoire. Et souvent, les initiés savent ce que ça signifie. Je ne dirai pas où il est né, parce qu'il est né, il est vivant. Je ne dirai pas s'il a étudié, parce que s'il n'a pas étudié, il ne serait pas avec nous aujourd'hui. Je ne dirai pas qu'il est professeur, parce qu'il ne l'était pas, il n'aurait pas produit. C'est un monsieur qui aime écrire. Il appartient à un groupe de professeurs qui écrivent. À la faculté, j'ai souvent dit à ceux de nos collègues qui écrivent qu'il faut produire des œuvres. Il faut produire des albums. Et là, Grégoire vient de nous produire un nouvel album. À lui seul, avec plusieurs chansons, et on va devoir découvrir lesquelles de ces chansons
ont été bien écrites. C'est un monsieur bien, cool, quelquefois sincère, mais pas toujours. Parfois taquin, mais bien. Lorsqu'il n'est pas d'accord avec vous, il vous dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec vous. Grégoire Bakandéja appartient à ce groupe d'universitaires, mais aussi des serviteurs de la République. Dans sa vie, il appartient ou il a appartenu aux 3 pouvoirs de l'État que l'on enseigne aux étudiants qui viennent d'entrer à l'université. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Grégoire Bakandéja a appartenu et appartiendra toujours au pouvoir législatif. C'est un ancien député. Grégoire Bakandéja a appartenu et pourra appartenir encore au pouvoir exécutif. C'est un ancien ministre. Grégoire Bakandéja appartient de manière permanente au pouvoir judiciaire. C'est un avocat. Une carrière complète. Mais au-delà de ça, Grégoire Bakandéja, par son caractère de scientifique et de technique, a servi le pays à la Banque centrale, comme président du conseil d'administration. Grégoire Bakandéja a produit beaucoup de docteurs. Il enseigne ici et ailleurs. Je me suis souvent amusé à lui dire, mais qu'est-ce que vous faites encore? Parce que vous avez beaucoup écrit. Vous ne dormez pas? Il me dit, mais si j'arrête d'écrire, je deviendrai qui? Voilà un homme qui n'a pas besoin d'être présenté et qui vient d'être présenté. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Pour la parole me passer en ce moment de fête scientifique. C'est vrai que ce moment est tout particulier parce que lorsque je regarde tous les visages qui sont là, lorsque je regarde mes compagnons et même nos aînés comme le professeur Évariste Mabi Mulumba, c'est vrai, c'est mon aîné, mais on peut être cadet et diriger les aînés. Ça arrive. Et c'est arrivé. Il sait de quoi je parle, le professeur Mabi Mulumba. On a été avec lui à la conférence nationale souveraine. Et il se fait que moi, tout jeune, là, j'ai quand même été choisi pour être le premier vice-président de la commission finance, banque, monnaie et crédit. Lorsque l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Albert Ndele, était empêché, et il m'a été demandé de conduire cette commission importante où on retrouvait pratiquement tous les grands économistes de notre pays. Mon témoignage ne porte pas sur le professeur Évariste Mabi, mais quand on voit un aîné, il faut toujours rappeler qu'il y a de ces personnes qui ont beaucoup fait pour le pays, qui méritent des décorations, mais par moments on est distrait. J'espère que le chancelier des ordres nationaux, il se rappellera toujours que parmi ces monuments, il y a le professeur Mabi Mulumba, que vous connaissez tous, et vous savez ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire pour le pays. J'en viens à mon ami et compagnon Greg. Le professeur Bakandéja, c'est vrai, le doyen Essambo n'a pas voulu le présenter tel que vous l'attendiez. Vous attendiez qu'on dise qu'est-ce qu'il a fait, mais tout le monde sait effectivement que c'est parmi les grands notables scientifiques, les grands notables politiques de ce pays.
Greg, nous avions l'habitude de nous retrouver à nos heures perdues pour partager un verre de limonade, parfois aux alentours de l'Institut supérieur de technique agricole, non pas agricole, Institut supérieur de technique, arts et métiers. Et finalement, nous avions résolu d'apporter notre concours à la lutte patriotique. Et nous animions une émission qui était très célèbre, qui était très suivie, qui était animée par le directeur Kalonda de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC 2. Et les débats étaient très animés, très houleux. Voilà que lorsque le changement de régime arrive avec Mosé Kabila, il avait l'habitude de nous suivre. Et il a remarqué particulièrement les interventions du professeur Bakandeja. Il l'a remarqué et d'ailleurs, il croyait que le professeur Bakandeja était économiste. Beaucoup de gens, en fait, croyaient et continuent à croire que Bakandeja est économiste. C'est vrai qu'il a fait le droit économique, mais il reste juriste. Mais il s'est beaucoup intéressé à notre secteur, celui de l'économie. Et lorsque le professeur Bakandeja se met à disserter sur les questions économiques, effectivement, vous le situerez dans le monde des scientifiques économiques. Ceci va faire que Mosé Kabila va le nommer comme président du conseil d'administration de la Banque centrale. Lorsque notre collègue est nommé, il apportera beaucoup de changements dans la gestion de la Banque centrale. Je me rappelle encore de son bureau qui était installé juste à l'hôtel des Monnaies. Et en ce moment-là, le professeur Bakandeja a démontré qu'effectivement, il faut éviter la routine. Il faut toujours innover. Il faut toujours apporter une touche particulière de sorte que, après nous, nous laissions quelque chose. Et ça, c'est très important. Si vous nous voyez nous intéresser à la science, c'est parce que nous estimons que c'est le meilleur cadeau que nous pouvons laisser aux générations. Jusqu'hier soir, j'étais dans l'auditoire en train d'enseigner un de mes cours, la comptabilité, cette fois-ci des sociétés d'assurance. Ce n'était pas la comptabilité des entreprises à succursales multiples. Greg, que vous voyez là, il ne vieillira pas. Il est toujours jeune dans tout ce qu'il fait. C'est vrai que l'âge atteint le physique. Nous tous, on est en train d'avancer en âge, mais il restera toujours jeune. Avec lui, on a beaucoup évolué. La lutte dans la société civile, mais aussi la lutte en politique. C'est ainsi que Grégoire va décider de créer un parti politique. Et il a dit, ce parti, je préfère qu'il soit dans le regroupement de mon compagnon de lutte, de mon collègue, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Le changement de mentalité soit notre leitmotiv tous les jours. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de notre comportement. Si nous changeons de comportement, vous verrez tout de suite que ce pays-là
notre pays, la République démocratique du Congo, va vite se relever et deviendra cette grande puissance économique et pourquoi pas militaire. Je voudrais vous encourager, chers collègues Grégoire, et vous demander de ne pas vous arrêter là. Je sais que vous allez toujours continuer à produire, parce que notre devise, c'est qu'on apprend du berceau à la tombe. Ne vous fatiguez pas, que l'âge ne puisse pas atteindre votre souffle, votre pugnacité dans la production scientifique. Et lorsque vous parcourez les ouvrages du professeur Grégoire Bakandeja, vous remarquez que réellement, il y a un élément nouveau à apprendre. Il y a la qualité, même la quantité, parce que vous voyez, chaque fois qu'il produit des ouvrages, c'est des centaines de pages, ce n'est pas une mince affaire. Je voudrais donc vous encourager, chers collègues, et dire à l'auditoire qu'il faut se procurer ce livre de droit fiscal des affaires. Parce que tout est affaire. Vous croyez que les affaires, c'est pour les hommes d'affaires, pour les commerçants. Mais même l'enseignement, c'est une affaire. La famille, c'est une affaire. Tout est affaire. Et la maîtrise du droit fiscal vous permet justement de bien gérer votre secteur, votre domaine, votre affaire. Je dis et je vous remercie. De devoir aujourd'hui me présenter devant cet aréopage de savants de la République. Et cette auguste assemblée composée d'éminentes personnalités, de toute tendance, de toute obédience, mais réunis ici par un seul mot, la science. Comme quoi, lorsqu'on a un dénominateur commun aussi objectif que la science, nous savons taire nos divergences politiques, sociologiques, mais nous sommes réunis par un seul idéal, celui de la connaissance pour faire avancer le pays. Cela étant dit, je devais être récusé normalement dans ces témoignages. Autrement dit, mon témoignage ne pourra être pris que comme un simple renseignement. Il ne pourra pas lier, n'est-ce pas, vous, en vos titres ici présents, parce que j'ai des relations particulières qui m'éloignent un peu de l'objectivité vis-à-vis de l'auteur et qui devaient faire de mon témoignage comme un simple renseignement. Quelles sont ces relations? D'abord, le doyen Bakandeja est pour moi un père, un mentor scientifique, mais aussi un encadreur politique. Père, pourquoi? Parce que je suis filleul, c'est mon parrain de mariage. Vous comprenez bien que cette relation filiale me pose des limites à demeurer, j'allais dire, neutre. Scientifiquement, comme la plupart d'entre nous, nous sommes passés par ce chemin dans des auditoires. Nous avons été, n'est-ce pas, abreuvés de bonnes notions du droit des affaires de l'époque, législation en matière économique, droit commercial, droit fiscal, ainsi de suite. Et lorsque vous avez été un disciple scientifique de quelqu'un, vous portez en vous le flambeau pour continuer ou perpétuer l'ouvrage, donc arriver à analyser l'œuvre d'un maître. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est toujours un plaisir et un devoir scientifique. Mais aussi, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le professeur Bakandeja est au-delà d'un scientifique,
au-delà d'un père, un homme politique, c'est connu. Carrière des représentants du peuple, la carrière d'administrateur, et surtout de président du conseil d'administration de la Banque centrale. Tout ce passage a un seul avantage, c'est de les situer à un niveau d'analyse qui lui permet de réunir non seulement la connaissance, l'expérience aussi, et d'avoir ce regard lointain qu'un vrai scientifique doit avoir lorsqu'il analyse les faits, c'est-à-dire de savoir serrer là-dedans le côté purement technique, mais aussi le côté humain. Parce que qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la science, lorsqu'elle ne procure pas à l'humanité, n'est-ce pas, une certaine croissance, un certain développement. Voilà pourquoi d'aucuns, dans l'histoire, on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et l'avantage qu'on a, moi, particulièrement en le lisant, c'est que ces ouvrages ont ce double avantage. Poser des problèmes théoriques, mais aussi proposer des solutions qui permettent de pouvoir résoudre les problèmes auxquels la société fait face. Et un ouvrage de droit des affaires, droit fiscal des affaires dans le contexte actuel du pays, c'est vraiment au niveau scientifique un véritable creuset de réflexion où doivent s'analyser avec beaucoup d'objectivité et avec une distance, n'est-ce pas, éloignée des appartenances politiques sur les thématiques actuelles de notre société, notamment sur le plan fiscal. Nous savons que la crise mondiale est en train d'imposer un changement, une relecture des paradigmes anciens, parce qu'il faut donner à l'État les moyens. Et par rapport à cela, on sait que le monde est en train de traverser une crise importante qui va devoir obliger les États à chercher, à raboter ci et là pour trouver les moyens, et notamment grâce à la fiscalité. D'où des grandes réflexions qui sont lancées aujourd'hui et pour lesquelles nous pensons que le doyen va non seulement s'arrêter à ce qu'il a écrit, mais participer également dans les prochains ateliers sur des thématiques comme les impôts sur les grosses fortunes, les impôts des personnes physiques. Parce que jusque-là, nous n'avions pas beaucoup avancé sur ces chemins. Et donc, par cette ouverture de la fiscalité des affaires, nous voyons s'étendre une réflexion sur les différents acteurs du droit des affaires. Il n'y a pas que les entreprises, certes. Il n'y a pas que les sociétés. Il y a aussi des personnes physiques. Comme l'a dit un de mes prédécesseurs, les personnes physiques sont aujourd'hui, et notamment dans notre pays, parmi les principaux acteurs de la vie des affaires. Comment capter les revenus de ces personnes physiques, dont certains ont même des fortunes beaucoup plus importantes que les sociétés. Voilà des thématiques autour desquelles l'ouverture en termes heuristiques de ce que le doyen Bakandéja a entamé en réfléchissant sur la fiscalité des affaires rend aujourd'hui opportun ce débat, rend aujourd'hui la bienvenue cette réflexion globale sur la manière de revisiter l'imposition des différents acteurs de la vie des affaires, c'est-à-dire des personnes physiques, des sociétés, même des entités, naguère qu'on ne considérait pas comme devant être des vrais contribuables. J'ai parlé de certains établissements et organismes publics. Cela étant dit, je n'irai pas loin, si ce n'est que dire merci
et féliciter de vive voix Monsieur le doyen pour l'effort que vous ne cessez de déployer pour nourrir la terre scientifique de notre pays, des grandes réflexions à travers des ouvrages qui feront date. Et par la même occasion, nous félicitons également tous les professeurs, enseignants, chercheurs, particulièrement ceux ici présents. Nous avons le doyen Sambo, nous avons le professeur Mabi, nous avons le professeur Oupio et tant d'autres qui sont ici. Madame la doyenne honoraire, Messieurs le nouveau doyen de la faculté des droits, le professeur Kangulumba, et tant d'autres qui sont ici présents, je ne pourrai malheureusement pas tous les citer, qui ont écrit et qui nous ont laissé ainsi, en nous montrant la voie à suivre pour pouvoir perpétuer, n'est-ce pas, la science. Je terminerai mon mot par un adage qui n'est pas le mien, mais qui dit que l'essentiel n'est pas de tout connaître, mais de connaître où tout se trouve. Et donc aujourd'hui, nous savons que, en ce qui concerne les réflexions sur la fiscalité des affaires, nous avons un repère où nous pourrons trouver davantage d'éléments de réponse pour tous ceux qui seront confrontés à ce besoin dans ce domaine de la fiscalité. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, Monsieur le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. De me faire figurer parmi ceux qui allaient témoigner sur le professeur Grégoire Bakandé Jawampong. Le temps m'imparti. Je suis un peu formaliste. J'ai vu qu'on m'avait donné 5 minutes. Alors automatiquement, j'ai dû adapter mon intervention en fonction du temps qui m'est accordé pour prendre la parole. Mais néanmoins, avant d'aller plus loin, je voulais remercier le président Bahati pour les mots gentils qu'il a dû prononcer à mon endroit. Évidemment, nous avons cheminé ensemble depuis là. Quand vous allez à la conférence nationale, cela démontre que je suis bien patriarche. Mais pendant que vous étiez un jeune homme autour de nous. Mais néanmoins, c'est toujours bon qu'on rappelle le passé, ce n'est pas toujours mauvais. Donc, Donc, je disais que le temps m'imparti ne me permettra pas de couvrir toutes les facettes de la personnalité du professeur Bakandé Jawampong. Cependant, il nous faut reconnaître que le professeur Bakandeja est une personnalité multidimensionnelle dont l'activité va au-delà de l'enseignement et de la production scientifique et dont la dimension renforce non seulement l'activité scientifique, mais contribue à renforcer l'insertion de l'université dans la société nationale. Le champ d'action du professeur Bakandeja ne s'est pas limité dans le domaine de l'enseignement et de la recherche scientifique seulement. Pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Bakandeja a été président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, ministre de l'économie nationale, député et président de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Si j'ai cité l'Assemblée nationale, c'est que nous étions en permanence en contact, étant donné que j'étais président de la Cour des comptes. Il y a eu peut-être quelque chose qu'on ne sait pas très bien à l'époque. Comme M. Bakandé, écrivait souvent sur les finances publiques, l'idée était venue au président, à l'époque le président Kabila. Comme moi, j'ai quitté la Cour des comptes, il était prévu que M. Bakandé pourrait me remplacer. Et comment dirais-je, la proposition a été même faite et remise au président de la République. Mais sinon, il n'y a plus de réponse. Je me suis posé la question, pour quelle raison il n'y a plus de réponse?
simplement parce que la Cour des comptes dérangeait. Il est arrivé qu'au premier contrôle que nous avons fait lorsque Kabila a pris le pouvoir sur les entreprises d'État, on a dû renvoyer tous les comités de gestion. Donc la Cour dérangeait et souvent il y avait des gens interpellés au niveau de l'Assemblée nationale suite à des rapports de la Cour des comptes. C'est ainsi que le silence a été gardé et pour la première fois dans l'histoire de la nation, mon intérimaire a fait 12 ans comme président intérimaire. Et tout le monde avait toujours l'impression que je continuais à être président de la Cour des comptes. Maintenant, vous savez que le candidat dont le nom était déposé chez le président, c'était Makandé. Et si je me souviens bien, j'avais remis le document, on voyageait à Kananga, j'avais remis ce document à M. Chisambo, qui était conseiller, qui avait voyagé avec le président Kabila, qui m'a dit remettez la proposition là à Chisambo. Je ne sais pas si Chisambo avait fait parvenir le document. Ce que je sais qu'il n'y a pas eu de réponse, de telle sorte que le poste de président de la Cour des comptes est resté intérimaire pendant 12 ans. Et les gens étaient toujours persuadés que c'est moi qui continuais à diriger la Cour des comptes et que peut-être il y avait un arrangement pour que je revienne encore à la place. Voilà quelques témoignages que je peux faire sur Bakandéja dans le domaine de nos relations. Je disais ici, j'ai vu que dans le livre, tout ça a été signalé, toutes les fonctions occupées par le professeur Bakandéja. Je ne vais pas y revenir. Mais comme je présidais la commission économique au niveau du Sénat, le Bakandéja m'avait abordé pour l'accompagner à Lubumbashi à l'Institut supérieur du commerce, parce qu'il allait parler de la fiscalité dans le domaine minier. Mais comme j'avais présidé la réunion pour la révision du code minier, Bakandéja m'avait demandé de l'accompagner à Lubumbashi à cette occasion. Et alors cela m'a permis de relever les faiblesses de notre façon de négocier dans des domaines aussi connexes. Et si j'y fais allusion, c'est parce que tout dernièrement, il y a le bruit qui court sur un nouveau deal minier. Et même dans nos relations avec les Américains, il semble que les mines jouent un rôle important. Les Américains veulent venir dans notre secteur minier. Mais le drame est celui-ci. On doit savoir que la première entreprise qui s'est installée dans le domaine des mines, Tenke-Fungurume, c'était une entreprise d'origine américaine. Nous savons que les Américains se battent avec les Chinois, mais c'est aux Chinois qu'on avait vendu les 3/4 de Tenke-Fungurume. Donc il y a eu une certaine collaboration entre les deux ennemis. Alors maintenant, on se pose la question, est-ce que ça va changer? Parce qu'entre-temps, les Chinois sont venus occuper l'espace qu'occupaient les Occidentaux. Et comment cela s'est fait? Nous étions engagés dans le processus d'annulation de la dette extérieure, le système PPT, pays pauvres très endettés, où l'on voulait diminuer substantiellement, effacer substantiellement la dette congolaise. En 2000, notre dette était de 14 milliards. Nos recettes d'exportation ne représentaient que 800 millions. Donc nous étions dans une situation d'impayement, d'insolvabilité. Alors par conséquent, les Occidentaux ont décidé que cette dette congolaise handicape la croissance du pays. Il faudrait l'effacer ou l'annuler ou la diminuer. Mais en fait, on ne pouvait pas effacer une dette comme ça, comme par enchantement. Parce qu'après tout, on va donner un mauvais exemple. Alors la question qui se pose est celle-ci. Cette dette qui était de 3 milliards en 90 est devenue de 14 milliards en 2000. Quel est le miracle? En fait, comme la RDC ne remboursait pas sa dette à l'échéance, on a donc capitalisé les retards. De sorte qu'on est monté de 3 milliards à 14 milliards. Et à ce moment-là, l'État de Congo n'était plus en mesure de faire face au remboursement de sa dette. C'est ainsi qu'on est entré dans le processus PPTE, où on nous imposait un programme avec le FMI, jusqu'à ce qu'on arrive à annuler une bonne partie, 80% de notre dette extérieure. Et cela est intervenu en 2010. Voilà comment les choses se sont présentées de ce côté-là. Mais alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a annoncé
qu'on allait annuler une bonne dette de la RDC, les créanciers traditionnels ont pris peur, ce qui a expliqué le voyage de Dominique Strauss-Kahn en RDC. Dominique Strauss-Kahn, les Chinois avaient annoncé une intervention de 9 milliards de dollars, ce que nos partenaires ne nous avaient jamais accordé. Alors on a envoyé Dominique Strauss-Kahn pour venir diminuer cette dette en disant que ça va perturber les intérêts des Occidentaux. C'est ainsi que la dette qui était de 9 milliards, on a dû amputer 3 milliards et les restés de 6 milliards. C'est la dette qu'on a contractée vis-à-vis de la Chine. Mais quand on analyse à l'intérieur cette dette, l'on constate qu'en réalité, il y avait deux parties. Une partie de 3 milliards consacrée aux infrastructures et le 3 milliards 200, comment dirais-je, la participation au capital de sociétés minières. Mais le système mis en place, en fin de compte, n'a pas donné des résultats escomptés. Pour quelle raison? C'est que la conception chinoise n'était pas différente de la conception occidentale. La première entreprise qui avait été créée dans ce domaine, c'était Tenke Fungurume, avec l'entreprise Freeport-McMoran. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans notre façon de négocier les choses? À la première négociation, la GECAMIN devait représenter l'État congolais avec 45% et les partenaires devaient représenter 55%. Avant que ce contrat arrive à l'entreprise s'installe, tout change. Ça devient la GECAMIN, l'État congolais 20%, le partenaire 80%. Et quand vous allez gratter, vous posez la question, comment on est arrivé à ce montant-là? On a constaté qu'on n'avait jamais évalué la part qu'amenait la GECAMIN. C'était quoi? C'était le gisement de Tenke Fungurume. On n'a pas évalué cette part, mais néanmoins on a donné la majorité à nos partenaires, avec ce qu'on appelle la clause de stabilité. Pendant un certain temps, il n'y a plus d'impôts à payer pour favoriser l'investissement. C'est ainsi que, comment dirais-je, lorsqu'il y a eu des discussions, je vous signale en passant, évidemment, je le fais comme ça à vol d'oiseau, lorsqu'on discutait du code minier de 2002, tout cela se passait au Grand Hôtel et c'était un économiste américain qui s'appelle James Bond. Je pense que chacun se rappelle de James Bond, cet agent secret américain. Mais cet économiste de la Banque mondiale s'appelait James Bond. Et alors, comment on avait argumenté lorsqu'il y avait les discussions? Il était parti en ce moment-là. Il faut noter que la GECAMIN était déjà en faillite. Et l'État ne retirait plus rien de la GECAMIN. Les partenaires ont avancé l'argument que aussi longtemps que la GECAMIN est là, nous ne pouvons pas connaître le développement. Et qu'il faudrait maintenant que l'on puisse former des partenariats pour dépecer en quelque sorte les gisements de la GECAMIN. Parce que la GECAMIN n'a pas de ressources. Autant créer des entreprises avec les apports de la GECAMIN pour qu'il y ait un dividende et que l'État puisse tirer un impôt sur cette réalisation. Il se fait quand on a mis tout ça en marche, l'État n'a plus rien trouvé. Pour quelle raison? C'est que le mode de fonctionnement de ces entreprises était tout à fait atypique. C'est comme si les Congolais n'avaient pas assisté aux négociations. La première année d'exploitation d'une entreprise minière à l'époque, avec le code de 2002, on amortissait les immobilisations à raison de 60%. Quand on amortit les amortissements les immobilisés à raison de 60%, par conséquent, le compte d'exploitation est déficitaire. Et il n'y aura pas un dividende à distribuer. Et en même temps, étant déficitaire, l'État lui-même n'a plus d'impôts à retirer. C'est comme si on avait donné à nos partenaires nos gisements gratuitement. Et en fait, quand on va voir qu'est-ce que les partenaires ont amené, il y avait donc, je prends le cas de Tenke Fungurume, les partenaires 20% au capital, 20% au capital, la GECAMIN plutôt, les partenaires 80%.
quand on va gratter pour savoir qu'est-ce que le partenaire a amené, le partenaire a amené très peu en termes financiers. Le reste, on recourait à l'emprunt. Mais l'emprunt est remboursé par l'activité de l'entreprise. Et le remboursement ne pouvait se faire qu'après avoir payé cette dette contractée par le partenaire. Donc, si nous tirons je ne voudrais pas entrer trop dans les détails, si on tire la conclusion, c'est que c'est comme si nous avions donné nos élargissements pour rien au partenaire, qui a recouru à l'emprunt et non pas à ces fonds propres qui sont entrés dans l'entreprise. Et puis, d'autre part, en termes de fonctionnement, on s'est toujours posé la question, les Congolais qui ont participé à cette négociation, avaient-ils des connaissances en matière économique? Il était prévu que la première année de l'exploitation, on amortissait les immobilisations à raison de 60%. Quand on amortit à raison de 60%, et puis ce qu'on appelle les dépenses de développement, la prospection et la recherche, on amortissait tout cela en 2 ans, ce qui éloignait le bénéfice dans l'entreprise. Ça, c'est le code de 2002. Et il y avait ce qu'on appelait la clause de stabilité, une dizaine d'années où l'impôt n'est pas payé. Alors, à partir de ce moment-là, quel était l'avantage de pouvoir négocier ou vendre ces gisements si on n'en retire absolument rien? Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Freeport McMoran, l'entreprise américaine, avait fait suffisamment de bénéfices. À un certain moment, il s'est engagé dans le domaine de l'exploitation pétrolière. Et quand il y a eu la baisse de barils, ils avaient emprunté 20 milliards de dollars pour pouvoir réaliser, entrer dans le domaine pétrolier. Mais quand il y a eu baisse du baril, il y a eu un problème de paiement, de remboursement de cette dette. Alors, par conséquent, ceux qui avaient prêté cet argent à ces entreprises américaines ont exigé que le paiement soit fait, sinon il faut qu'ils vendent certains de leurs actifs. Et qu'est-ce qu'ils ont vendu? Ils ont vendu justement les 80% qui revenaient à la RDC. Alors, j'ai cité aussi, je suis passé sur l'élément de cet accord. Les Occidentaux ont envoyé chez nous, il y a eu la visite de l'ancien directeur général du Fonds monétaire, Strauss-Kahn. Strauss-Kahn était venu pour faire diminuer la dette envers, pour faire diminuer le financement chinois en disant nous allons nous aliéner, nous ne serons même pas payés. Autant qu'on empêche la prépondérance de la Chine maintenant dans les entreprises minières. Et quand il est arrivé, les Chinois avaient proposé 9 milliards de dollars. On a descendu de 9 milliards, on a diminué à 6 milliards. 3 milliards pour les infrastructures et 3 milliards de la joint venture. Mais malgré tout, le comportement des Chinois n'était pas différent de Freeport McMoran. C'est qu'en fait, le gros du problème, ils ont eu un gisement de la Gécamine qu'on n'avait pas pu évaluer. Donc, les Chinois ont créé une nouvelle joint venture avec l'apport du gisement de la Gécamine qu'on n'a pas évalué. Donc voilà comment nous sommes parvenus à nous faire rouler en quelque sorte dans ces négociations. Et si je fais allusion à cela, c'est parce qu'à l'heure actuelle, si vous suivez l'actualité, on vous parle d'un deal que nous devons faire avec les Américains en contrepartie des mines. Alors nous devions, en fait, quand on a vu les faiblesses de ces négociations, il était proposé que la RDC n'aille pas négocier, même n'ayant pas l'expertise voulue dans le domaine, et que quand on négocie dans ces domaines, on recourt à des cabinets spécialisés. Alors ici, chez nous, on pensait que les cabinets spécialisés revenaient trop cher, on allait négocier soi-même sans expertise. Mais tout ça, c'était de faux arguments. Parce qu'au niveau de la Banque africaine de développement, il y a un département juridique qui assiste les pays qui négocient dans ce domaine-là. Nous n'avons pas voulu y recourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des retombées pour quelques personnes. Par conséquent, voilà comment nous avons mal négocié dans ce domaine-là. Et maintenant, quand nous voulons faire un autre deal, il faudrait qu'on tire les conséquences du passé et que tout cela soit plutôt négocié d'une manière, comment dirais-je, transparente. Comme nous ne négocions pas d'une manière transparente,
automatiquement nous nous faisons rouler. Et le partenaire qui semblait nous apporter de l'aide, c'est nous plutôt qui apportons l'aide aux partenaires. Et ils prennent nos actifs sans contrepartie. Et vous imaginez, lorsque vous vous associez avec quelqu'un, chacun doit venir évaluer sa part. Mais la GECAMINE ramenait le gisement. Mais pour pouvoir intégrer le gisement dans le capital, il fallait que les spécialistes aient évalué ce gisement pour indiquer la part qu'apporte la RDC. Or, ça n'a jamais eu lieu. Et si vous prenez dans les contrats chinois, souvent on se disait nous avons été très contents en disant l'investissement chinois, c'est vraiment l'investissement du siècle. Mais quand on va gratter, on trouve que c'est la même chose que ce que les Américains ont obtenu sur le gisement. Donc nous avons en fait donné nos gisements presque pour rien sans en retirer les avantages attendus. Et si vous allez même du côté des Chinois, vous constaterez que beaucoup de leur comptabilité, les documents sont tenus en chinois que les Aïrouans, que les Congolais ne connaissent pas. Alors, vous savez surtout que c'est l'opacité qui est installée dans l'exploitation des biens appartenant à une nation. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails parce que c'est un problème technique. Si j'en parle, en fait, nous avions négocié en direct pour le code minier de 2000, pour arriver à réviser le code minier qui a été promulgué en 2018, et d'autres éléments qui étaient anormaux. Dans ce qu'il était dit ceci, lorsqu'un minier exporte les minéraux, il ne rapatrie dans un premier temps, dans le code de 2001, il ne rapatriait que 60% des recettes d'exportation. Pardon, 40% plutôt. 60% restant à l'extérieur. Quand on a révisé, on a inversé. On laisse 40% à l'extérieur et on ramène 60%. Mais quand quelqu'un investit et que les ressources viennent, on doit les amener dans le pays d'abord et ensuite voir ce qu'il faut payer le partenaire. Ici, le partenaire se paye déjà la source. De telle sorte que nous avons été un peu les victimes de notre faiblesse en matière de négociation. Et ce problème-là reste entier. Je me pose toujours la question, je suis évidemment avec tout le monde dans la télévision, quand on dit qu'une équipe congolaise est partie négocier, se dit, mais quel est le spécialiste qui les accompagne? C'est une question qu'il faut se poser. Donc, nous devons faire attention pour protéger notre propre patrimoine. Donc, voilà un élément que je voulais soulever, parce que je l'ai abordé au moment où nous sommes allés avec le professeur Bakandeja à l'Institut supérieur de commerce à Lubumbashi, pour parler des miniers dans le territoire justement où on retire les revenus du mine. Et toutes ces faiblesses-là n'ont pas disparu pour autant. Même si on a révisé le code minier, il arrive souvent que de notre côté, le mal a été déjà fait. Nous ne suivons pas de très près pour savoir quelle est la quantité de minéraux exportés et quel est le revenu qu'on en est retiré. Et en conséquence, nous sommes toujours les dindons de la farce. Quel est l'autre élément, exemple, que je pourrais vous donner? Quand les GECAMINE étaient seuls, la GECAMINE participait à peu près pour 60% au budget de l'État. Mais tandis que quand les nouveaux miniers sont arrivés, qui ont du moins rapporté à peu près 5 milliards en recettes d'exportation, mais la population n'en a jamais senti les effets. Alors que la GECAMINE avait comme chiffre d'affaires en 90 d'1,4 milliard. Et la population sentait les effets quand il y avait hausse des cours. Tandis que maintenant, nous avons un investissement du moins d'exportation de 5 milliards. Mais on n'arrive pas à avoir les effets. Alors l'autre problème important également, nous sommes restés une économie instable, parce que basée sur les matières premières. Alors de temps en temps, il faut nous intéresser à nos statistiques. Lorsque vous prenez nos recettes d'exportation, 90%, c'est le pétrole et les mines, dont les cours sont volatiles. Mais on regarde l'agriculture. En 60, l'agriculture rapportait 40%, 40 et 45% de nos recettes d'exportation. À l'heure actuelle, c'est moins d'1%. Et lorsque vous regardez maintenant les produits manufacturés c'est zéro. Or, la résilience de l'économie a comme base les produits manufacturés. Alors voilà un peu le drame de notre économie. On fait beaucoup de discours, mais en réalité, on ne sait pas que nous sommes dans une affaire tout à fait instable. Et nous sommes classés parmi les pays
qui n'ont pas de ressources stables pour leur développement. Lorsque vous vous basez sur les matières premières, les termes de l'échange, évidemment, ne fonctionnent pas en votre faveur. Donc, vous êtes tout le temps, et à partir de ce moment, savez-vous ce qui arrive? Pour pouvoir louer les 2 bouts du mois, vous êtes obligé de recourir au Fonds monétaire international pour avoir les ressources pour financer votre balance de paiement. Quand vous recourez au Fonds monétaire international, vous ne pouvez pas mettre en place une politique économique propre. Toute politique que vous prenez, c'est avec l'accord du FMI. De telle sorte que lorsqu'il y a un petit problème, est-ce que vous vous éloignez de ce que le Fonds monétaire a proposé, on coupe le programme, ça vous amène en difficulté. En fait, vous n'avez plus, vous avez, comment dirais-je, une liberté encadrée par le Fonds monétaire international. Je m'excuse d'avoir un peu traîné. Donc, voilà, en fait, si vous analysez la situation dans laquelle nous sommes. Le professeur Louaba, je vais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier le doyen Bakandeja qui m'a associé à cette cérémonie. C'est un honneur et un privilège, évidemment, d'être appelé à faire la recension de l'ouvrage du maître. Et vous comprenez tout de suite, donc, pour un disciple que je suis, la tâche est périlleuse, risquée. Et donc, je vais, de ce fait, être très bref. Je vais être bref parce que l'ouvrage a le mérite d'être concis et précis. L'auteur a fait le choix, n'est-ce pas, de la concision et de la précision, de sorte que le recenseur que je suis est désemparé. Et pour ne pas trahir, n'est-ce pas, les enseignements du maître, je me limiterai d'abord à indiquer que le droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo est le tout premier ouvrage. À moins que je me trompe, c'est le tout premier né, d'autant plus que la matière ne figure même pas au programme des enseignements. J'aimerais m'adresser au doyen, qui est encore là, partant, mais qui est encore là, mais aussi aux doyens élus, de faire en sorte que cette matière soit inscrite au programme, au fameux programme LMD, non seulement dans la faculté de droit, mais aussi des sciences économiques et de gestion, et pourquoi pas dans les grandes écoles. Et je vous dirai pourquoi. Ça, c'est la première indication. La seconde, l'ouvrage, comme le doyen Bakandeja aime bien écrire, il est écrit dans un langage simple et accessible, et qui opère un va-et-vient entre théorie et pratique, donc ce qui permet d'offrir les clés indispensables aux entreprises dans le choix de leurs décisions de gestion. Le livre nous rappelle en effet qu'il n'est pas une décision de quelque importance prise dans la vie réelle des entreprises qui ne fasse intervenir la composante fiscale. Deuxième contribution scientifique à l'ouvrage, parce que c'est un maître qui écrit, qu'en fait la doctrine en la matière estime ou considère que l'expression droit fiscal des affaires n'a pas de signification précise. Donc, pour des raisons purement académiques et pour les besoins de la cause, qu'on fait entrer dans le droit fiscal des affaires les prélèvements ayant une incidence directe sur l'activité des entreprises. Mais le doyen Bakandeja nous offre une définition. Je vous épargne les détails parce que je préfère que vous découvriez cette définition, n'est-ce pas, lorsque vous allez acquérir l'ouvrage. Cette contribution, n'est-ce pas, s'articule dans la structuration de l'ouvrage. Très simple, en deux parties. D'abord, l'auteur convoque la théorie générale de la fiscalité pour bien situer la matière spécifique du droit fiscal des entreprises. Mais ce qui est remarquable dans l'ouvrage, pour ceux qui ont lu le doyen Bakandeja,
c'est que, ayant fait le choix de la concision, le présent ouvrage est moins volumineux. Première remarque, en volume. Il est à peu près la moitié des ouvrages, les derniers ouvrages qu'il a écrits. Ensuite, il dissimule la pensée, sa pensée. Lorsque vous scrutez ces ouvrages, il y a toujours un sous-titre, n'est-ce pas, qui indique la pensée du maître. Et il fait le choix. Il fait le choix de pouvoir, n'est-ce pas, révéler sa pensée dans les propos conclusifs. Vous permettrez donc que je donne lecture de cette pensée du maître. En effet, le doyen Bakandège dit ceci, que le droit fiscal des affaires constitue le pilier essentiel de la régulation économique et de la justice sociale. Son rôle principal est de permettre aux entreprises de participer au financement de l'État. En réalité, le doyen Bakandège a construit et entretient une pensée qui s'enracine dans son attachement légendaire au droit économique, en tant que lieu où s'opère, où se tente la conciliation des valeurs marchandes et non marchandes. Pour le doyen Bakandège, en effet, le droit est fait pour les hommes. Le droit fiscal des affaires est fait pour les hommes. Il est porteur d'humanisme et vecteur de progrès social. J'étais donc à saluer cette œuvre pour cette précieuse et remarquable contribution. Je voudrais vous inviter toutes et tous à le lire, à le partager, à prolonger la réflexion engagée et à mettre en œuvre les propositions de réformes formulées. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci bien, cher collègue Oupio Kagura, pour la restitution en tant que... Chers professeurs, mesdames et messieurs, distingués invités et chers auteurs, c'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à l'occasion du vernissage de l'ouvrage intitulé « Droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo », écrit par le professeur Grégoire Bakandéja Wampungu. Cet ouvrage arrive en fait à un point nommé, une époque où la République démocratique du Congo s'efforce de consolider un climat des affaires attractif, transparent et prévisible. Il devient donc crucial de disposer d'outils de compréhension rigoureuse du système fiscal congolais, dans sa complexité, mais également dans son évolution. Le secteur minier, que j'ai l'honneur de diriger, n'échappe pas aux enjeux majeurs de la fiscalité. Les investissements, la compétitivité, la redistribution équitable des ressources, comme ça a été présenté par le professeur Mabi ici, tout comme la bonne gouvernance, sont intimement liés à la clarté et à la stabilité du cadre fiscal. Cet ouvrage offre une lecture éclairante sur ces questions en alliant l'analyse technique à une mise en perspective comparative et pragmatique, tel que ça a été rappelé par le professeur Ibio. Je salue donc la rigueur académique et l'engagement de l'auteur qui, à travers cette œuvre, met à la disposition des praticiens, chercheurs, décideurs publics et investisseurs une boussole précieuse pour mieux naviguer dans le système fiscal congolais. Le regard lucide sur les faiblesses structurelles du système, tout comme leurs pistes de réflexion, contribuent en fait à enrichir les débats sur les réformes nécessaires
à l'amélioration de notre gouvernance économique. À l'auteur, et avant de passer au baptême de l'ouvrage, je disais donc à l'auteur, cher oncle, je dis félicitations et merci pour ces éclairages précieux en matière de droit fiscal dans notre pays. Je vous remercie. C'est bon. C'est comme si c'était Voilà, donc longue vie à cet ouvrage et qu'il inspire beaucoup dans les réflexions qui sont menées au travers du droit fiscal des affaires et qu'il puisse éclairer un climat des affaires apaisé et prévisible pour les différents investisseurs qui viendront en République démocratique du Congo. Je vous remercie et je vous félicite, cher professeur. Aussi me procurer un livre, je suis obligé de le céder, de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, je le prendrai. Non, non. Je vais le donner à la doyenne honoraire. Oh là là! Dans la salle pour honorer leurs collègues. Madame Thérèse Ngomba, je voudrais que vous puissiez vous lever pour recevoir votre ouvrage. Nous avons ici le doyen auteur Grégoire Bakandeja lui-même. Nous avons le doyen. Je ne vais pas réduire davantage parce que je risque d'avoir encore d'autres. Mais je commence à observer. Et maintenant, comme on va, merci de tout cœur, président. Un exemplaire. Un seul exemplaire en 500 $ américains. Il est vrai que maintenant, nous allons avoir apporté ou apporter au public et davantage caché quand on met par écrit. Ici, monsieur le doyen, vous êtes avec nous. Vous êtes un fervent attaché à la science. Le doyen. En contenu sur la fiscalité en République démocratique du Congo, les droits des affaires. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui c'est quoi le véritable message que vous avez caché dans cette œuvre scientifique? Non, il n'y a rien à cacher. La matière fiscale est une matière ésotérique complexe. Et beaucoup d'entreprises, comme les autres contribuables, ne veulent jamais payer les impôts de manière beaucoup plus volontaire. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre, qu'on tire. Mais il faut que ça soit dans la transparence, et avec des règles claires et précises. Et ça permet à chaque contribuable de connaître pourquoi il paye et qu'est-ce qu'on fait du produit de l'impôt. Donc la traçabilité des opérations, et ça permet à la fois à l'État d'avoir les moyens de sa politique, mais ça permet aussi aux entreprises d'être humanisées. Dans le cadre d'un dialogue fiscal, ça permet aux entreprises de se développer et de développer leurs activités en toute transparence sans qu'il y ait beaucoup de tracasseries. Parce que ce qui compte, c'est quoi? Ce qui compte ici, c'est de sortir les contribuables de l'ignorance. La matière est très technique, elle est rébarbative. Alors nous avons voulu la simplifier pour permettre aux acteurs concernés, dans le cadre d'un dialogue fiscal, de pouvoir contribuer au développement du pays. Parce que les investissements sont des risques. Les investissements sont des risques qu'on prend dans un pays. Notamment, nous avons maintenant les futurs investissements en matière minière. Et les investisseurs qui veulent venir doivent savoir à quel type d'impôt ils sont assujettis. S'ils doivent être exonérés, c'est dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des conventions fiscales? Est-ce qu'il y a des accords entre les États? Tout ça, c'est explicité de manière plus simple avec des exemples pour voir comment on peut appliquer la fiscalité sans que cela puisse faire peur. Parce qu'on doit percevoir les recettes, mais ça doit être dans cette perception doit être légitime et profiter à la fois et à l'investisseur, mais également à l'État. Voilà ce que nous avons voulu rendre dans
dans ce livre-là qui est un peu simplifié. Ça devient comme un livre de poche avec des exercices permettant un véritable dialogue fiscal. Merci. Professeur, plusieurs ouvrages existent en fiscalité. Quel est l'aspect nouveau que vous avez apporté dans votre Non, ouvrage? moi je n'apporte pas les histoires de spécialité pour faire quelque chose. Au Congo, il n'y a jamais d'ouvrage de droit fiscal des affaires. Il y a des ouvrages de droit fiscal, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais le droit fiscal adapté au monde des affaires pour appliquer les impôts. Les impôts d'affaires sont les impôts les plus complexes. Il n'y a pas de développement dans un pays s'il n'y a pas perception d'impôts. Comme les contribuables congolais, personnes physiques ne payent pas, ce sont les sociétés qui payent. Soit les sociétés payent plus, et elles taxent l'État de terrorisme fiscal, parce qu'elles n'ont pas maîtrisé le mécanisme de perception. Avec un tel ouvrage, l'opérateur qui paye saura pourquoi il paye, quel est le taux qui lui est appliqué, s'il a des droits à avoir de la part de l'État dans le cadre des exonérations ou des exemptions, mais ça doit être connu. Ce n'est jamais connu. Nous sommes un pays où les personnes physiques ne payent pas d'impôts. Or, ça, c'est une obligation pour tout citoyen majeur. Nous avons une population active d'à peu près 80 millions. Ceux qui ont plus de 18 ans sont presque 80 millions. Mais les personnes physiques, combien payent-elles en termes d'impôts? C'est un exemple. Deuxième exemple, nous avons beaucoup de sociétés, mais beaucoup de sociétés sont exonérées. Beaucoup de sociétés travaillent en informel, donc leurs chiffres d'affaires ne sont pas captés. Ce sont des sociétés qui sont habituellement en faillite et puis qui exercent comme s'ils étaient dans un lieu sans maître. Or, le maître, c'est l'État. La fiscalité montre le rôle et c'est la puissance de l'État qui apparaît à travers la perception des impôts et taxes. Mais ça ne doit pas être considéré comme étant du terrorisme, parce que les opérateurs disent, oh voilà, nous sommes terrorisés par le fisc. Or, ce n'est pas du terrorisme, c'est quelque chose de très simple, tout le monde y gagne. Ailleurs, plus les sociétés payent d'impôts, si elles ont d'autres charges, les prises en compte, elles sont parfois exonérées d'impôts. Une société qui intervient dans la vie active, avec la création des fondations. Beaucoup de gens ne savent pas que quand on crée une fondation, c'est pour être exempté d'impôts, parce qu'on va démontrer plus tard qu'on a quand même contribué aux charges publiques, et à partir de ce comportement-là, on peut vous accorder des exemptions ou des diminutions d'impôts. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, il est nécessaire que cette matière-là, qui est rendue trop exotérique, réservée aux spécialistes, soit rendue simple pour tous les acteurs qui sont intéressés à la matière fiscale. Merci.